La petite histoire du vaccin. La variole a été la première maladie à être traitée par un système qui s'approche de la vaccination. En effet, dans les années 1700, la succession des épidémies ont fait remarquer aux scientifiques de l'époque que quand un individu était atteint une première fois, il avait tendance à ne plus être infecté dans les vagues suivantes ou de manière moindre. Des médecins ont donc commencé à inoculer des personnes saines avec le pus issu des vésicules d'un malade. Malgré un risque de 1 à 2 % de mortalité, cette technique s'est répandue jusque dans les années 1760. Entre 1770 et 1800, plusieurs personnes ont essayé des inoculations avec la version bovine de la variole, qu'on nomme la vaccine. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner fait les mêmes essais et travaille fort pour faire reconnaître le succès de la technique. Le 14 mai 1796, il inocule un jeune garçon âgé de 8 ans, James Phillips, du pus prélevé sur la main de Sarah Mells, une fermière infectée par la vaccine. 3 mois plus tard, il expose le jeune garçon à la variole humaine, qui n'a développé aucun symptôme. La vaccination est alors née. Son principe sera expliqué presque 100 ans plus tard par Pasteur suite aux travaux de Robert Koch, qui a établi le lien entre microbes et maladies. Pasteur sera connu comme l'inventeur du premier vaccin humain, un vaccin contre la rage, en 1885. Depuis, de nombreuses maladies sont prévenues grâce à des vaccins, dont voici une petite chronologie. En gros, c'est quoi un vaccin? C'est une préparation d'un ou de plusieurs antigènes qui provoque une réaction du système immunitaire et qui permet de protéger, à plus ou moins long terme, contre la maladie ou les effets les plus graves de cette dernière. Un anti quoi? Un antigène est une grosse molécule qui se retrouve à la surface d'un virus ou d'une bactérie et qui provoque une réaction du système immunitaire. Je t'invite à écouter la vidéo sur le système immunitaire pour plus de détails sur ce sujet. En général, les vaccins sont administrés de manière intramusculaire par le biais d'une injection. Mais il existe également des vaccins oraux, c'est le cas du vaccin contre le choléra, la diarrhée à Escherichia coli entérococcinogène qu'on appelle du Coral, et des vaccins à administration nasale, le vaccin contre la grippe saisonnière par exemple. Comment fait-on les vaccins? Il existe 3 grands types de vaccins qui sont fabriqués de manière un petit peu différente. Les vaccins vivants atténués. Les vaccins vivants atténués sont constitués de l'agent infectieux qui a perdu son pouvoir pathogène, c'est-à-dire qu'il demeure vivant, il peut se multiplier chez l'hôte, mais ne peut pas induire la maladie. Une technique pour y arriver est de provoquer une multiplication du micro-organisme de manière rapide et à force de mutation, il perd naturellement son pouvoir infectieux. On utilise donc cette version inoffensive pour préparer notre vaccin. Dans notre arsenal vaccinal, on retrouve le vaccin BCG contre la tuberculose, le ROR pour la rougeole, les oreillons et la rubéole, le vaccin contre la varicelle et contre le zona sont des exemples de vaccins vivants atténués. Les vaccins inactivés. Les vaccins inactivés sont faits de l'agent pathogène qui a été tué soit par la chaleur, soit d'une autre manière. L'agent pathogène peut être entier ou fractionné pour aller chercher uniquement les antigènes, par exemple. Le vaccin contre la coqueluche est un vaccin inactivé. Les vaccins du génie génétique. On peut également utiliser le génie génétique pour produire des antigènes spécifiques en grande quantité. Je t'invite à visionner la vidéo UT3 saison 3 épisode 4, spécifiquement la partie sur la production d'insuline, pour comprendre comment on pourrait utiliser les OGM pour fabriquer de tels types de vaccins. Une variante des vaccins du génie génétique sont plus récents et ont été popularisés avec la crise de la COVID-19. Les vaccins à ADN
et les vaccins à ARN. Le vaccin de Pfizer et Moderna contre la COVID-19 sont d'ailleurs les premiers vaccins à ARN approuvés pour l'utilisation humaine. Ils sont constitués d'un fragment d'ARN viral qui code pour une protéine similaire à un antigène qu'on retrouve chez le pathogène à attaquer. L'organisme va produire cette protéine, la reconnaître comme une protéine étrangère et déclencher la cascade immunitaire. Les vaccins en traitement ou en prévention? En général, les vaccins sont des moyens préventifs contre des maladies virales. Dans certains cas, on peut utiliser l'injection d'un vaccin suivant l'exposition à un virus ou à une source potentielle du virus. C'est le cas de la rage, qui, dans les premiers jours suivant une morsure, est peu détectée par le système immunitaire. Une vaccination rapide suivant l'exposition va stimuler le système immunitaire à se mettre en action avant que le virus se propage au cerveau et devienne vraiment problématique. La controverse derrière les vaccins. Avec la crise de la COVID-19, je n'ai pas besoin de te parler très longtemps de tout le tollé que la vaccination peut occasionner. En effet, les antivax se sont levés haut et fort pour réclamer le droit de ne pas être vaccinés. Il va sans dire que les controverses autour des vaccins ne datent pas d'hier et que certaines d'entre elles ont eu des conséquences très graves sur certaines populations du monde. La variole et les Canadiens français. En 1885, une épidémie de variole se répand au Canada. 5000 personnes sont atteintes de la maladie seulement à Montréal. La santé publique décrète alors une obligation de vaccination contre cette maladie. Immédiatement après ce décret, il y a des émeutes monstres dans les rues de Montréal. Les Canadiens français, qui sont les principaux atteints de la maladie, crient au scandale. On dit que c'est pour asservir le peuple canadien français. On se méfie. Il y aura beaucoup de grabuges, des vitres cassées, et cela remarquera la dernière crise de variole dans les pays industrialisés. Le sida et le vaccin de la poliomyélite. Dans les années 90, une étude qui cherchait l'origine du virus du sida a rapporté que les recherches faites sur le vaccin de la poliomyélite, entrepris sur des chimpanzés, seraient le vecteur du virus du VIH. En effet, ils affirmaient à cette époque que le virus simien, le VIS, aurait été transporté dans le vaccin de la poliomyélite, injecté chez l'humain, et qu'il aurait muté à l'intérieur de l'humain pour devenir le VIH. Il aura fallu attendre en 2004 que des études américaines prouvent, hors de tout doute, que le virus chez le chimpanzé, donc le VIS, et le virus humain, le VIH, n'avaient aucune concordance génétique, que le virus humain ne pouvait pas venir d'une mutation du virus simien. Cette étude a évidemment rendu très craintive plusieurs populations, particulièrement en Afrique. À cause de cela, il a fallu attendre en 2014 pour que le Nigeria, le dernier pays où on avait encore de la poliomyélite, ait enfin éradiqué la maladie. C'est près de 25 ans après le continent américain qui a été beaucoup moins touché par la controverse derrière l'étude entre le sida et la poliomyélite. Le vaccin ROR et l'autisme. Cette histoire de fraude scientifique est probablement une des histoires qui a fait le plus de mal dans la population mondiale. Donc, en 1998, un certain Dr. Wakefield publie une étude dans le célèbre journal scientifique de Lancet. Il affirme dans cette étude qu'il a trouvé un lien de cause à effet entre le vaccin ROR et le développement de l'autisme chez les enfants. À partir de la publication de cet article, le taux de vaccination contre le ROR a grandement chuté en Angleterre et un peu partout dans les pays industrialisés. On s'est rendu compte quelques années plus tard que l'analyse statistique du Dr. Wakefield était complètement frauduleuse. Il avait modifié les chiffres de son étude pour avoir une conclusion dans le sens de ce qu'il croyait. Il aura fallu des dizaines d'études indépendantes avant que le journal de Lancet récuse l'article, c'est-à-dire qu'il le retire de son journal et qu'il s'excuse publiquement d'avoir publié un article frauduleux. Mais le mal était fait.
On a vu à partir des années 2000 une augmentation des cas d'épidémie de rougeole, par exemple, en lien avec la baisse de vaccination. On peut voir ici un article qui a été publié en Angleterre qui, justement, démontrait le nombre de cas de rubéole corrélé avec la date de sortie de l'article. Encore aujourd'hui, malgré le retrait de l'article et des dizaines d'articles qui contredisent les conclusions de Wakefield, la peur envers le vaccin ROR est encore bien présente chez certains parents. Avenue future pour le vaccin. En plus, évidemment, de travailler ardemment sur des vaccins contre des maladies virales comme le sida, les chercheurs commencent à s'intéresser à la vaccination comme arme contre certains types de cancers. En effet, le vaccin à ARN, notamment, aurait un potentiel intéressant pour lutter contre certains cancers du sein. L'avantage de cette thérapie est de la grande adaptabilité qu'on peut avoir face à la séquence ARN utilisée. Cela permettrait de créer des agents anticancéreux spécifiques à chaque individu en faisant une séquence génétique spécifique de la tumeur et en utilisant cet ARN dans le vaccin. De nombreux chercheurs travaillent sur ce sujet présentement. En résumé, un vaccin est une préparation d'un ou de plusieurs antigènes qui va provoquer une réaction immunitaire dans notre corps pour prévenir l'apparition de la maladie ou des symptômes les plus graves de cette maladie. Il existe 3 grandes familles de vaccins. Les vaccins vivants atténués, présentant un micro-organisme qui ne présente plus de pouvoir pathogène. Les vaccins inactivés, qui est fait du micro-organisme tué ou d'une partie du micro-organisme. Et les vaccins de génie génétique, qui vont utiliser plutôt des séquences d'ADN ou d'ARN pour provoquer une réaction immunitaire dans le corps. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la culture cellulaire.